tout de suite passer la parole à Madame Béchu pour ne pas perdre trop de temps, et on réservera 10 minutes pour les questions à tout le monde, parce que sinon je crains qu'on ampute trop l'intervention de Madame Béchu. Merci beaucoup. Alors, Madame Béchu, je la connais depuis très longtemps. Elle est capitaine de police. Je l'ai connue à la brigade de protection des mineurs de Paris. Et aujourd'hui, elle travaille à l'OCRVP, l'Office central de répression des violences faites aux personnes. Et elle va vous expliquer le travail qu'elle y fait autour de la cyber. Merci, Véronique. Bonjour à tous. C'est bon, j'ai repris la main. Ouais. Bonjour à tous. Je suis vraiment contente de pouvoir intervenir au cours de ce colloque. Je voulais déjà remercier le CVM de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir venir vous raconter un petit peu, vraiment un tout petit peu, parce que comme Monsieur Moreau, je pourrais passer des heures, ce qui est mon travail au quotidien et le domaine dans lequel j'interviens. Donc ce sera vraiment une petite présentation de mon unité et puis quelques points assez précis, puisque compte tenu de la thématique, Mélanie m'avait demandé d'avoir certains domaines précis, notamment le grooming qui peut être quelque chose qui vous intéresse, et puis un nouveau phénomène qui tend à se développer et qui est particulièrement inquiétant et dont peut-être Monsieur Taquet parlera tout à l'heure, puisque il y a actuellement à l'étude aujourd'hui à l'Assemblée nationale un amendement à ce propos sur ce qu'on appelle, nous, le live streaming et ce que le public appelle le viol à distance. Alors, je suis la chef d'une unité qui se trouve au sein de l'Office central pour la répression des violences aux personnes, qui est un office central de la Direction centrale de la police judiciaire, et donc je suis en charge de la thématique liée aux mineurs victimes, et notamment dans leur dimension de violence sexuelle sur Internet. Donc mon unité, et vous verrez tout à l'heure pourquoi je donne les chiffres, est composée de 13 personnes. Jusqu'à l'année dernière, nous étions 8. J'ai avec moi un capitaine comme adjoint qui nous a rejoint l'année dernière. Nous sommes une unité, je dirais, pluridisciplinaire, puisque nous sommes policiers et gendarmes, nous travaillons de concert. Et j'ai une compétence nationale et internationale, c'est-à-dire que j'interviens partout en France, en fonction du lieu de domicile des victimes et des auteurs. Et également, j'interviens à l'international, soit en collaboration avec des unités spécialisées corollaires de la mienne, soit pour faire des formations à l'étranger de magistrats ou de policiers. Alors, mes deux thématiques de travail. La première, la lutte contre la pédopornographie sur Internet. Donc, j'identifie en fait les Français qui téléchargent, qui mettent en ligne, qui diffusent, qui produisent de la pédopornographie sur Internet. Donc, évidemment, le but ultime, c'est d'identifier les victimes, puisque mon unité est dédiée à la protection des enfants. Donc le but ultime est de localiser les victimes et de les mettre en sécurité, mais également de localiser et d'interpeller les auteurs de ces faits. Donc je procède, bien évidemment, en fait on est totalement autonome, à partir du moment où on est saisi d'une infraction. On fait l'enquête à part entière, donc ça inclut l'interpellation, la garde à vue de l'auteur, les auditions des mineurs, puisqu'on est formés tous à l'audition du mineur victime. On travaille avec les services des unités médico-judiciaires, tant à Paris, aux UMJ de l'Hôtel-Dieu, mais partout en France. On effectue les saisies du matériel informatique qu'on analyse le temps de la garde à vue, et bien évidemment, on travaille avec les procureurs et les juges d'instruction partout en France. Donc, je suis également mandatée pour la France dans ma thématique au sein des groupes de travail qui se trouvent à Interpol et Europol. Donc, c'est moi qui vais me déplacer pour toutes les réunions de travail, qu'elles soient stratégiques ou opérationnelles. Et puis enfin, comme je le disais tout à l'heure, je forme des policiers à l'étranger, et notamment dans les pays dits de destination qui nous intéressent,
où on sait qu'il y a des résidents français ou des Français qui vont agresser des enfants à l'étranger, des agressions évidemment à caractère sexuel. Et mon unité est la première unité qui a été formée à la cyberpatrouille, donc c'est la cyberinfiltration. On a été formé par des Canadiens en 2008 et depuis, nous formons nous-mêmes tous les ans un certain nombre de collègues à la cyberinfiltration. Donc, dans le cadre de la cyberinfiltration, bien évidemment, on peut à la fois se faire passer pour des enfants et à la fois se faire passer pour des pédocriminels. Donc, nous sommes présents tant sur le net ouvert, donc sur le ClearNet, que sur le Darknet. Et ma deuxième thématique de travail, c'est la lutte contre le tourisme sexuel, qui est une thématique qui est extrêmement importante, prégnante. Il faut savoir qu'en Europe, les 3 pays phares de touristes sexuels sont les Britanniques, les Allemands, et nous arrivons en 3e position. Donc, dans le cadre de ces enquêtes, on fait exactement la même chose que dans la lutte contre la pédopornographie sur Internet. Et en plus, on se déplace à l'étranger après avoir identifié les victimes à l'autre bout du monde pour entendre, en association avec les collègues de ces pays, pour entendre les victimes, afin que nous ayons des dépositions quand les individus sont traduits en justice, que ce soit devant un tribunal correctionnel, mais plus souvent devant une cour d'assises. Alors, avant de venir, je vous ai fait un petit état en temps réel du téléchargement pédopornographique en France. Donc ça, c'était vendredi après-midi. Je me suis connectée. Je ne peux pas parler des outils qu'on a, mais sachez que je me suis connectée, il était 16 heures, et chaque point est un individu qui échange de la pédopornographie. Alors ça, c'est la région parisienne. Sachez que sur chaque point, ça donne ça, en fait. Chaque point de région parisienne donne en fait une fleur, et chaque point rouge, c'est un individu qui télécharge. Donc c'est pour vous de la pédopornographie, pas de la porno, hein, de la pédopornographie. On parle bien avec ce logiciel de pédopornographie. Donc on a estimé à environ 100 000 connexions à l'année. Donc c'est quand même quelque chose d'énorme. Alors dans mon unité, on est aussi formé, habilité à l'utilisation d'une base de données qui s'appelle la base XE, c'est la base internationale d'images à caractère pédopornographique, d'images et vidéos, hein, puisque maintenant on a le plaisir d'avoir le mouvement et le son, si j'ose dire, et nous alimentons et nous recherchons des victimes grâce à cette base de données. Donc vous pouvez voir les chiffres. Alors je vais vous faire un petit comparatif et c'est pour ça que je vous ai parlé des 13 personnes de mon unité. En fait, vous voyez qu'en France, bon, je dirais qu'on ne se débrouille pas trop mal, sauf que si vous regardez les Britanniques et les Néerlandais, leurs résultats sont nettement plus importants. Sachez que chez les Britanniques, ils sont 250, la même unité que la mienne, et les Néerlandais sont 120. Donc je pense qu'il y a quand même un réel problème en France à ce sujet. C'était juste pour passer un petit message. Voilà, donc les premiers chiffres, c'était les auteurs identifiés depuis qu'on est connecté à la base. Là, c'est les victimes. Donc, bon an, mal an, c'est à peu près les mêmes chiffres. Et vous voyez qu'on est toujours derrière certaines... Alors, c'est par ordre alphabétique. Donc, en France, on a identifié 244 victimes. Voilà. Alors après, on aide aussi d'autres pays, grâce à nos échanges internationaux, à identifier d'autres victimes. Par exemple, en 2016, on a interpellé un individu, on a récupéré tout son matériel pédopornographique. Il voulait monter la base nationale d'images, en quelque sorte la bibliothèque nationale de la pédo sur le Darknet. Donc en 6 mois, il avait réussi à récupérer 8 millions de vidéos et 4 millions d'images. Et grâce à ce matériel, en collaboration avec Europol, qui a analysé
puisqu'on est habilité à l'analyse d'images selon certains critères, selon certains outils qu'on peut utiliser, on est capable de identifier où a été créée la série, dans quel pays, en tout cas sur quel continent, etc. Et comme on est très lié avec tous les collègues qui travaillent sur la même thématique qui fait consensus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de guerre de police à savoir qui aura le meilleur résultat, notre guerre, c'est la protection du mineur. On a pu, avec ce matériel qu'on a saisi, qu'on a envoyé à Europol, qu'on a analysé, etc., à l'heure actuelle, identifier déjà 156 victimes dans le monde. Voilà, donc en fait, notre travail, parfois, c'est juste la saisie de données, mais en aidant à l'analyse, on peut mettre des enfants hors de danger à l'autre bout du monde. Alors, concernant le grooming, ou ce qu'on appelle la sextorsion, c'est une thématique qu'on peut traiter, mais il faut savoir que comme on n'est pas assez au sein de mon unité, on va plutôt prioriser la détection et l'interpellation de producteurs d'images. C'est-à-dire que les producteurs d'images, c'est des adultes qui abusent d'enfants. Donc nous, on va se focaliser sur l'interpellation d'individus qui abusent, donc viol, agression sexuelle, actes de torture et de barbarie, des enfants. Ça va occuper l'intégralité du temps, quasiment, de mon unité. Mais comme on est point d'entrée à l'international, c'est-à-dire qu'on reçoit tous les signalements qui arrivent de partout dans le monde et qui peuvent potentiellement intéresser la France parce qu'on pense que la victime est en France ou que l'auteur est en France, eh ben on va aussi réceptionner des dossiers de sextorsion. Donc on va en garder certains, puisqu'on va s'atteler à garder des hauts profils de risque, c'est-à-dire des individus qui soit sont en contact direct avec des mineurs de par leur profession. Donc là, on se dit, ils agissent sur Internet, mais potentiellement, il peut y avoir des risques de contact physique direct. Donc ça, on va garder. Ou alors parce que les dossiers ont une ampleur telle qu'il y a des victimes partout en France et qu'on ne peut pas l'affecter à un service local qui n'aura pas la possibilité de se déplacer aussi facilement que nous. Donc c'est des dossiers où, par exemple, la corruption de mineurs ou la sextorsion, on a 150, 200 victimes. Donc ça, nous, on garde, compte tenu de l'ampleur. Mais la plupart du temps, ces dossiers-là, on va les transmettre aux services locaux, soit à des brigades de mineurs locales, soit à un service de police judiciaire de département ou de région. Donc, on a participé à la création d'une campagne, d'une vidéo de prévention pour la sextorsion, que ce soit de la sextorsion à but sexuel ou de la sextorsion à but financier, puisque je ne sais pas si vous savez, mais en général, les individus qui se livrent à ce type d'agissement, quand c'est des filles, ils vont surtout essayer d'obtenir de plus en plus de vidéos ou d'images à caractère sexuel de ces enfants, après menaces, etc. Mais vous allez le voir lors de la vidéo, donc ça vous allez bien comprendre. Et les garçons, ce sera plutôt pour obtenir de l'argent. C'est des réseaux mafieux en général qui se liguent pour obtenir de l'argent après avoir envoyé... que l'enfant a envoyé une image à caractère sexuel, et bien, il y a du chantage pour obtenir des fonds en vue de la non-diffusion de ces vidéos. Donc on a, avec Europol, effectué une vidéo qui est accessible en ligne. Je vous ai mis le lien, donc vous pourrez le copier si vous voulez, parce que ce qu'on veut, c'est vraiment que ça se diffuse le plus possible. On aimerait que ce soit repris dans les collèges, dans les lycées, pour faire vraiment un travail de prévention important. Et oui, si le CVM veut récupérer le lien, on va le mettre sur oui, bien sûr, c'est public, hein, c'est sur YouTube, hein, donc il n'y a pas de souci. Vas-y.
Alors cette vidéo, elle est vraiment très bien faite. Ouais. Donc je suis désolée, c'était la version anglaise. Il y a des versions dans toutes les langues. On les a fait traduire dans toutes les langues. Et la version française, en fait, donne le lien de signalement police nationale. Donc franchement, si vous pouvez la faire circuler, cette vidéo. Ouais. On va la mettre, nous, sur le site du CVM. Et on va partager, bien sûr. Donc l'extorsion, la sextorsion, qu'elle soit à but financier ou sexuel, est réprimée depuis 2014. Oui, je me dépêche. 2 ans de prison, 3 ans quand les mineurs ont moins de 15 ans. Mais c'est rien du tout, ça. Non, c'est rien du tout. Donc vous voyez, le lien pour signaler est là. Voilà. Et donc, il faut vraiment garder les messages. Il ne faut rien effacer, parce que les enfants ont l'habitude de... Enfin, ils ont tellement honte, se sentent tellement coupables qu'ils effacent tant les messages que les photos envoyées, etc. Il faut tout conserver. C'est la première chose à faire. Alors, l'enquête sous pseudonyme, j'y reviens très rapidement, puisque sinon, je n'aurai pas le temps de parler du live streaming. Mais l'enquête sous pseudonyme, puisque actuellement, sur les réseaux, vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle les chasseurs de pédophiles. Sachez que c'est une technique pour laquelle on doit être formé et habilité par la justice pour pouvoir l'utiliser, sinon les enquêtes ne tiennent pas. Donc actuellement, c'est le grand débat, puisqu'évidemment, on n'est pas assez de cyber-enquêteurs, mais tout le monde ne peut pas utiliser, se faire passer sur Internet pour une jeune fille ou un pédophile pour traquer des individus. Donc évidemment, les autres dangers d'Internet, Mélanie disait que ça pouvait être très bien pour partager des contenus, soit, ça j'en suis tout à fait d'accord, mais c'est aussi des endroits où les enfants sont extrêmement vulnérables. Par exemple, les jeux vidéo en réseau. On a une augmentation d'harponnage des mineurs de 3000% depuis l'année dernière sur les jeux en réseau. C'est énorme. Eh ben, les individus en fait, se connectent et jouent avec eux et en messagerie privée obtiennent des contenus à caractère sexuel. On a un dossier, par exemple, où on a 156 victimes entre 8 et 12 ans, où l'individu jouait sur PlayStation avec eux à certains jeux et en échange d'un code pour passer un palier, faisait faire aux enfants en direct en fait de l'auto-pénétration. Donc les petits se pénétraient en direct et pour que lui obtienne les vidéos, qu'il diffuse après sur Internet au sein de la communauté pédophile. Donc c'est ce genre de dossiers qui peuvent nous arriver et qui est extrêmement impactant au niveau des jeux vidéo en réseau. Bon, bien évidemment, les réseaux sociaux. Je vous ai fait un petit exemple. On a fait une cyber-infiltration la semaine dernière pour Monsieur Taquet, qui va venir tout à l'heure, pour lui montrer un peu l'ampleur du désastre dans cette thématique-là. On s'est connecté avec un profil d'une ado de 13 ans sur un site qui s'appelle Skyrock. Donc, rien. Ce n'est pas un site de rencontre, c'est un site où on échange entre ados sur de la musique. Entre midi et 14h, on a eu 190 messages d'adultes masculins pour avoir en fait des connexions en privé avec l'adolescente. Et donc les premiers messages sont cash, hein. C'est j'ai des godes, je sais m'en servir, est-ce que je te montre, etc., etc. 190 messages en 2 heures, ça fait plus d'1 message à la minute. Donc c'est des individus qui donnent leur âge, hein, pas de souci, hein, 40, 50, 30, ils se décrivent parfois. Évidemment, c'est pas la couleur des yeux qui donne. Hein. Et donc, premier message, c'est le message d'appel. 190 en 2 heures. Donc le live streaming, pour terminer, donc c'est un nouveau phénomène qui est en pleine explosion actuellement, donc qui a débuté aux Philippines. C'est là où on a 95% de nos dossiers. Donc c'est un moyen pour les pédocriminels de ne plus avoir à se déplacer dans les pays comme ils peuvent le faire pour du tourisme sexuel. Déjà, c'est plus sécure pour eux puisque ils n'ont pas la possibilité de se faire interpeller dans ces pays-là qui deviennent de plus en plus répressifs.
Et puis aussi, au niveau financier, c'est quand même nettement plus intéressant puisqu'il n'y a pas à payer l'hôtel, il n'y a pas à payer de billets d'avion, etc. Donc ils sont tranquillement assis sur leur canapé devant leur écran d'ordinateur pour se livrer en fait à des viols en direct. Donc c'est des individus qui commanditent des viols. Alors voilà comment ça se passe. Ils se connectent sur des sites où on peut obtenir de la pornographie par exemple là en Asie, aux Philippines, c'est des sites très faciles à trouver, c'est sur le net ouvert. Et puis de fil en aiguille dans la conversation, on comprend que c'est pas trop de l'adulte qu'on cherche, c'est plutôt du mineur. Donc après on passe en message privé sur mail ou Skype, etc. Et puis voilà, après on fait son choix, c'est comme un catalogue La Redoute. On dit voilà, on veut une petite fille, on veut un petit garçon, on veut qu'il ait 3 ans, 5 ans, on veut un viol par pénétration, quelle qu'elle soit, on veut des actes de torture et de barbarie, on veut qu'il y ait plusieurs adultes avec l'enfant, on veut plusieurs enfants ensemble, voilà, on fait son petit choix. Une fois que c'est avalisé, l'interlocuteur qui est à l'autre bout du monde donne son tarif. Donc voilà, 30$ pour 1 heure de viol, 60$ pour 1 heure d'actes de torture et de barbarie. Et puis après, on se donne rendez-vous, c'est payé par des sociétés de paiement en ligne, donc très classiques, Western Union, World Remit. Et puis ensuite, on se donne rendez-vous sur Skype, et là, en direct, l'individu assiste à ce qu'il a commandé et payé, et puis donne ses ordres. Voilà. Donc, on a actuellement 17 procédures ouvertes chez nous, et on a 300 personnes ciblées actuellement en France. Donc là, c'est les Philippines, mais on a aussi des dossiers avec la Roumanie, on a aussi des dossiers avec la République tchèque, donc c'est pas si loin de chez nous. On a des dossiers, maintenant on commence à avoir un dossier au Japon, on a des dossiers en Thaïlande, on a des dossiers, on pense que ça commence aussi en Afrique. Bien évidemment, dans ces pays-là, 30$ fait vivre une famille de 4 personnes pour 3 mois. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une heure pour 3 mois où on pourra manger? Voilà. Donc, en fait, ce qu'on a mis en place, c'est on essaye d'identifier évidemment les victimes sur place, et au cours dans les futurs procès qui vont avoir lieu, on aimerait qu'elles touchent des dommages d'intérêt pour essayer de les extraire de leur milieu de pauvreté et pour que ça ne perdure pas, puisque les anciennes victimes c'est un phénomène qui a cours depuis à peu près une quinzaine d'années. Là, en France, on commence à en prendre réellement l'ampleur. Mais les premières victimes d'il y a 15 ans sont maintenant les abuseurs, puisque c'est souvent dans le milieu familial. Il y a une petite notion de crime organisé, puisque parfois c'est des réseaux, mais c'est très souvent dans le milieu familial. Donc on a eu un dossier dernièrement qui a été jugé il y a ça l'année dernière, donc je peux vous en parler. Donc c'était une personne qui était déjà connue pour de la pédopornographie, qui était en attente d'un procès pour viol sur mineur, et qui en plus était directeur d'une entreprise qui faisait des courts-métrages pour l'éducation nationale. Donc une cible quand même intéressante. Donc voilà quelques extraits de ces conversations qu'il a eues avec son producteur de viol. Voilà, donc il explique ce qu'il veut. Donc c'était là vraiment du hardcore. Il voulait vraiment que l'enfant ait mal. Et donc il choisissait ce qu'il voulait comme âge. Et évidemment, le slim point d'interrogation, je vous laisse imaginer ce que c'est. C'est pas au niveau de son tour de taille. Voilà. Donc cet individu a été poursuivi pour évidemment des faits de viol, agression sexuelle, etc. Sauf qu'à l'époque, malheureusement au niveau de la justice, il n'avait pas encore assez de recul sur cette thématique. Et il n'a été retenu que les infractions des détentions diffusion à caractère pédopornographique. Alors c'est un dossier qui nous avait occupé longtemps. On a vraiment été déçus de la décision qui a été prise. Raison pour laquelle on a travaillé en étroite collaboration avec le parquet de Paris, qui maintenant évoque tous les dossiers sur cette thématique-là. Donc on ne travaille qu'avec une seule section du parquet de Paris, la section des mineurs. On a un magistrat qui est dédié à cette thématique.
Si vous écoutez, il a parlé ce matin sur Europe 1, d'ailleurs, sur la thématique. Et on espère que les nouvelles enquêtes vont conduire à des condamnations pour complicité de viol, pour l'instant. Donc on espère traduire les individus en cour d'assises en France dans les prochaines années. Alors, la première décision qu'on a eue, qui nous commence à nous satisfaire, a été rendue il y a 15 jours. Donc c'est un pilote de ligne, vous en avez peut-être entendu parler dans les médias, qui a été condamné pour complicité d'agression sexuelle. Donc il a pris 5 ans d'emprisonnement. C'est une première victoire, vraiment, parce qu'on est passé un cran au-dessus. Évidemment, c'est les assises qu'on vise. Donc, le surlendemain de cette première décision de justice, un amendement a été déposé au sein de la loi qui est en discussion actuellement sur les violences conjugales. Et cet amendement vise en fait à punir la sollicitation de tels actes. Donc, ça reste encore un délit. Nous, ce qu'on veut, c'est du criminel, bien évidemment, puisque c'est un crime. C'est un individu qui est acteur, c'est-à-dire qu'il n'est pas complice, il est auteur. Il commandite, il demande, il est là à chaque étape, c'est intentionnel. Donc pour nous, il devrait être condamné pour des faits de viol, mais en tant qu'auteur. Donc on espère qu'un jour ce sera le cas. Donc là, c'est une première avancée dans cette thématique. La sollicitation va être, on espère, condamnée et d'une peine d'emprisonnement de 7 ans. Donc là, on commence à augmenter au niveau de la pénalisation. Merci, c'était très rapide, je pourrais vous décrire plein de trucs, mais malheureusement, le temps m'est compté. Merci beaucoup à nos deux intervenants. On va prendre quelques minutes pour des questions. J'imagine qu'il va y en avoir un certain nombre. Les micros sont devant. Vous avez tous assommé. Alors moi, je retiens quand même dans ce qu'a dit M. Moreau au début de son intervention, c'est que quand même les ados vont bien. Oui, ça fait du bien de se le dire après ce que nous a montré Mme Béchu. Mais effectivement, la vulnérabilité d'un certain nombre d'entre eux font qu'il faut vraiment les informer. Je trouve que ce film est tout à fait... on va le prendre dans sa version française, bien évidemment, sur le site, mais je pense que ça va être tout à fait favorable. Alors, quelques questions. Vous êtes complètement... Oui, je suis désolée. En général, saisi par... Oui, je ne déclenche pas un enthousiasme. Alors, je vais poser une question, moi, à M. Moreau, si vous voulez bien. M. Moreau, je voudrais que vous nous reparliez des très jeunes enfants et des dangers des écrans sur les très jeunes enfants. Comment vous accompagnez les parents dans ce champ-là, parce que moi je suis frappée de voir partout dans l'espace public, dans les restaurants, partout, en fait les parents ils mangent souvent avec leur téléphone d'ailleurs, et on met le bébé qui est encore dans sa chaise haute face à un écran pour regarder je sais pas quoi, des dessins animés ou je sais pas quoi. Comment vous les aidez, ces parents-là? Bonne question. On n'a pas de recette. Mais par contre, on peut travailler. Bon, nous, on travaille dans une région assez rurale, donc ce sont des projets qui sont conduits à l'échelle de communautés de communes, où il y a un portage politique pour travailler donc sur, en fait, faire connaître les besoins de l'enfant. Et la difficulté, c'est de ne pas être trop normatif en disant aux parents faites ci, faites ça. Donc c'est toute une réflexion qu'on conduit avec des parents et des professionnels de l'enfant. Ça prend quelques mois. Là, dernièrement, sur le territoire de Quimperlé, donc dans le Finistère, on s'est mis d'accord sur des axes de travail. Il y a un axe qui est vraiment de développer une communauté aidante, c'est-à-dire que les parents n'aient pas affaire directement aux institutions, parce que les parents les plus fragiles, en fait, sont méfiants par rapport aux institutions. Donc on identifie des parents relais, on travaille l'accueil des parents dans les écoles, et on va faire une grosse opération de concours de pictogrammes, c'est-à-dire qu'on va faire parler les enfants, qui nous diront soit de quoi j'ai besoin pour bien grandir, soit qu'est-ce que ça me fait si je regarde la télé avant d'aller à l'école le matin. Donc il y aura une semaine sans écran et il y aura un concours de dessin d'enfants sur les besoins de l'enfant.
Et ça, ensuite, ça va être exposé dans chaque école. Les parents verront donc les besoins. Donc ça va être des pictogrammes sur les besoins des enfants. Ensuite, il y aura un jury intercommunal et puis ce sera diffusé sur papier, par voie d'affichage et puis dans les salles d'attente des médecins et aussi sur Internet. Donc l'idée, c'est de faire du sur-mesure, mais de développer des communautés aidantes, de mobiliser des parents relais et puis de communiquer par différents biais par les besoins de l'enfant. À l'échelle de l'Ille-et-Vilaine, dans tout le département, il y a aussi tout un travail de dessin, de pictogrammes pour faire connaître les besoins fondamentaux de l'enfant. Donc la conférence de consensus qui date de 2017, qui reprend un petit peu tout ce qu'on savait depuis la pyramide de Maslow et autres, qui fait un état de quoi les enfants ont besoin, mais c'est des outils pour communiquer, donc soit dans les publics protection de l'enfance, il y a des affichages dans tous les lieux de protection de l'enfance, ou alors travailler plutôt à une échelle grand public, mais en développant des stratégies de proximité, quoi. Mais c'est assez nouveau, en fait. Bon, après, il faut aller sur le site de Tisseron 36912. Il y a aussi des affiches qu'on peut télécharger, mettre dans les salles d'attente des médecins. Mais en fait, ce qui nuit aussi à cette prévention, donc il y a des questions de moyens et il y a des questions de cloisonnement entre les institutions. Et plus on arrive à faire les passerelles entre éducation, sociale, santé, justice et même culture, ça, c'est vraiment une des clés. Essayer de décloisonner l'éducation, le social et la santé et la justice. Merci beaucoup. Vous n'avez pas de questions? Ah si, on a une question ici. S'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, j'ai une question. Oui. Allez-y, je vous en prie. Bonjour, Madame Orsoni. Je travaille à la cellule de recueil des informations préoccupantes de Paris 75. J'avais une question en particulier, peut-être pour Madame Béchu. Donc, pour faire rapide, nous sommes une des grandes portes d'entrée de la protection de l'enfance. Et nous recevons tous les jours beaucoup d'informations préoccupantes et de signalements d'enfants en danger que nous traitons. Je pense en particulier, on a énormément, en tout cas beaucoup plus, une augmentation des signalements sur les mineurs confiés, pour lesquels les structures éducatives ou même les mineurs eux-mêmes vont nous envoyer des écrits qui décrivent assez clairement les situations dont vous avez parlé. Par contre, avec une banalisation beaucoup plus importante, c'est beaucoup des jeunes filles qui participent aussi, qui ont quelque chose de très actif, qui peuvent dire à quel point c'est difficile, mais au moment où il faut révéler vraiment les faits, où il faut donner les contenus vidéo, etc., c'est beaucoup plus difficile. Donc moi j'ai une question. Donc nous, assez systématiquement, on transmet tout ça au parquet de Paris. Les retours qu'on constate, c'est qu'on a beaucoup de retours sur infractions insuffisamment caractérisées et qu'il n'y a pas forcément les suites derrière. J'ai une question très précise. De quoi avez-vous besoin? Quels sont les contenus écrits? Vous parliez tout à l'heure des images. Est-ce que vous avez besoin que les éducateurs captent les téléphones de ces... je dirais jeunes filles, mais il peut y avoir aussi des jeunes garçons. J'aurais vraiment voulu savoir de quoi vous avez besoin pour traiter tout ça beaucoup plus efficacement que ça ne l'est actuellement. Alors, excellente question. En fait, en droit français, pour caractériser ces infractions de pédopornographie et de tout ce qui est extorsion, corruption de mineurs, etc., il nous faut le matériel, en fait. Donc l'image ou la vidéo. Et évidemment... on peut faire du renseignement judiciaire avec uniquement des écrits, ça nous aide pour l'enquête. Mais pour qu'il y ait une poursuite à la clé, une décision pénale, il faut impérativement avoir du matériel, donc les images et les vidéos. Auquel cas, on aura de très grandes difficultés à caractériser quoi que ce soit. Donc bien évidemment, c'est pour ça que je vous dis, quand on fait de la prévention, il faut vraiment dire aux enfants de ne rien effacer. Et ensuite, c'est une question de diplomatie, parce que le smartphone des adolescents, c'est vraiment un objet transitionnel, c'est leur doudou, ils passent leur temps avec, etc. Et c'est toujours très compliqué de leur dire, écoute, on va devoir aller chercher ce qu'il y a dedans. Nous, quand on en a des ados comme ça, on leur dit, ça ne nous intéresse absolument pas les échanges que tu as avec le reste du monde via ton téléphone. On va regarder juste ce qui a trait à ce qui s'est passé.
on va juste extraire ça, le reste, on ne s'en occupe pas. Voilà. Parce que c'est ça dont ils ont peur. C'est, la coupure brusque, puisque le téléphone soit va être gardé, soit utilisé. Et en plus, le fait que ils ont toujours peur qu'on aille voir un peu ailleurs ce qui s'y passe et les échanges qu'ils peuvent avoir avec d'autres personnes, etc. C'est normal, hein, ils ont tous un petit jardin secret et ça, on le respecte. Et il faut vraiment leur expliquer ça, que si vous êtes les premiers intervenants, vous leur expliquez bien que tout service de police, quel qu'il soit, n'ira absolument pas regarder l'intégralité des échanges. On ciblera en fait sur cet interlocuteur-là. Voilà. On va prendre une dernière question, madame. Si vous pouvez vous présenter aussi, merci. Bonjour, Marie-Aline Pichot, je suis psychologue clinicienne. Ce n'est pas forcément des questions très précises, mais c'était des interrogations par rapport à vos interventions et à des situations que j'ai pu rencontrer. Pour Monsieur Moreau, moi j'ai beaucoup de difficultés face à des parents qui viennent consulter pour des problématiques, pour des petits-enfants, et donc qui ont des questions et des demandes de conseils. Quand on aborde la question des écrans, même en les accompagnant, en n'étant pas du tout dans le jugement et en essayant de leur apporter des solutions alternatives, il y a des parents pour qui c'est très difficile d'entendre qu'il faut moins d'écran pour leur enfant, qu'il faut enlever le téléphone à table quand l'enfant mange pour régler des problèmes d'alimentation par exemple, que la télé dans la chambre ce n'est pas une bonne idée. Je parle pour des enfants avant 6 ans. Voilà, donc c'est vrai qu'en consultation et même avec des équipes professionnelles de pédiatres, c'est difficile pour des parents d'entendre, alors même qu'ils viennent consulter pour des problématiques et pour demander des conseils. Et donc, moi je trouve qu'on est assez démunis de ce côté-là. Donc même avec des affiches, même avec toute la formation qu'on peut avoir. Et pour Madame Béchu, je voulais vous poser la question par rapport à est-ce que ce que vous nous avez décrit par rapport au grooming, est-ce que rentre en ligne de compte aussi dans cette définition-là des échanges de photos à caractère sexuel, par exemple, mais entre les jeunes? Et quand entre adolescents, notamment de moins de 15 ans, il y a des photos qui vont être demandées, qui vont être partagées sans l'accord de la victime. Et quand ensuite, même quand il y a moi j'avais une jeune fille, il y avait une plainte déposée, une enquête de police, mais au final, cette jeune fille, elle restait dans son établissement scolaire, elle continuait sa scolarité. Enfin voilà, donc et c'est très compliqué à gérer ces situations-là pour les victimes et pour les familles et les personnes qui consultent. Oui, allez-y. Oui, j'entends bien, c'est extrêmement compliqué. Alors, le grooming, ou la sextension, c'est pas seulement un auteur adulte, hein, bien évidemment. La jeune fille peut avoir une petite histoire avec un copain de collège ou de lycée, et puis, alors c'est devenu le commun chez les adolescents de s'envoyer des nudes, donc des images à moitié nues, voilà. Et il y a toujours le risque que l'individu qui les reçoit les partage. Juste pour être fier d'avoir une relation avec cette jeune fille ou encore à des fins malveillantes. Ça, c'est évident. On a beaucoup de dossiers comme ça. Et d'ailleurs, j'ai une autre vidéo, j'avais pas assez de temps, mais il y a une autre vidéo qui a été extrêmement bien faite. Je l'enverrai. Par la police norvégienne qui fait avec le tour des établissements scolaires. Alors, il y en a moins en Norvège, hein, donc nous, on n'a pas encore le temps de faire ça, mais on aimerait beaucoup, sur justement cette problématique entre adolescents et ce que ça peut avoir comme conséquence, notamment au milieu scolaire, puisque, bien évidemment, les contacts qu'ils ont, c'est les copains d'école, etc. Donc, pour la victime, aller ensuite à l'école en sachant que tout le monde l'a vu nu, c'est extrêmement difficile. Et, encore une fois, je pense qu'il y a quand même... c'est à la fois difficile, mais elle ne veut pas non plus être coupée de l'environnement qu'elle connaît, de ses amis, etc. C'est comme les dossiers qu'on a eus de tournantes dans les milieux, les cités, etc., où évidemment c'était la victime qu'on sortait de son milieu familial, alors que normalement ça devrait être l'inverse. Et là c'est pareil. C'est pas à la victime de partir et d'être changée d'établissement scolaire, c'est quand même aux auteurs d'être sanctionnés de ce point de vue-là. N'empêche que, est-ce qu'elle est capable de supporter, de retourner dans son milieu scolaire, sachant que tout le monde l'a vu nu. Voilà. Et ça, je pense que c'est ce qu'on appelle des traumatismes par ricochet, et puis
Après, c'est lors du suivi, c'est à discuter avec les parents, c'est à discuter avec la victime. Là, pour le coup, chaque dossier est différent. Il y a des victimes qui voulaient absolument rester dans leur établissement scolaire. Il y a des victimes qui voulaient totalement changer, mais même changer, même pas dans la même ville, quitter la ville. On a eu des dossiers extrêmes. On a eu des dossiers de sextorsion. On a eu des suicides à la clé. Plusieurs jeunes garçons qui avaient fini par voler de l'argent, voler des objets et les vendre pour avoir de l'argent pour payer, etc. Ça a avoisiné des sommes folles, hein, à force de payer 100 €, 500 €. Il y a un garçon de 13 ans, il est allé jusqu'à 10 000 € et puis il ne trouvait plus de solution. Et il a fini par se suicider. Et en fait, personne n'avait vu ce qui se passait. Personne. Ni l'entourage, personne. Donc, c'est vraiment une problématique importante. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on a à peu près 45 000 signalements de ce genre par an, quoi. 45 000. C'est hallucinant. C'est vertigineux. Et encore, c'est ce dont on a connaissance. Dans notre thématique, il y a un chiffre noir qui est énorme, mais énorme. Non, deux mots sur les parents. Bon, moi, j'ai pas de solution, hein, c'est très compliqué, mais je pense qu'il faudrait des campagnes vraiment de santé publique, comme on l'a sur d'autres sujets, bouger plus, l'alcool. L'alcool et la grossesse, ça a bien fonctionné, ces messages. Oui, à une époque, on sait que les médecins voulaient faire quelque chose sur le sommeil, ça n'a jamais été fait. Bon, aujourd'hui, sur le désert culturel et sur les écrans, c'est une question de santé publique. Bon. Ensuite, nous, la deuxième chose que je voulais dire, c'est nous, on a pris le parti d'essayer de faire parler les enfants. Qu'est-ce que ça me fait quand? Parce que tout parent a envie que son enfant s'épanouisse. Donc, faire parler les enfants, c'est une façon de mobiliser les parents. Et puis la troisième chose, c'est un peu comme en addictologie, c'est la stratégie des petits pas. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être normatif et descendant, mais permettre à la personne de définir ses propres objectifs. Ça peut être des petits objectifs, hein, mais c'est la même chose en protection de l'enfant. Je veux dire, la question des tablettes et des écrans chez les assistants familiaux ou dans les structures collectives, c'est pas normal qu'il n'y ait aucune règle. Il faut quand même que ce soit l'adulte qui soit prescripteur et au moins se fixer une règle. Quelle est-elle? Est-ce que c'est le midi? Est-ce que c'est on pose le téléphone ou la tablette à 21h le soir? Enfin, se fixer une règle, deux règles et une stratégie des petits pas. Hein, mais il faut que ça parte des personnes. C'est vraiment la non-directivité, sinon on n'arrive pas, quoi. Mais bon, c'est des sujets vraiment difficiles. Et on n'a pas de solution et pourtant c'est massif comme problème. Mais écoutez, je remercie mes deux intervenants. Nous allons avoir la pause déjeuner. Et je vous remercie d'être présents dans la salle à 10h55 de façon à ce que nous ne reprenions pas trop tard. Merci beaucoup.